Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un avertissement ferme, déclarant que la Russie pourrait attaquer les membres de l'OTAN dès l'année prochaine. Il s'est exprimé ce vendredi lors de la conférence de Munich sur la sécurité, où l'avenir de l'Ukraine sera au centre des discussions jusqu'à dimanche. And I think this is his idea. And I think that all I've got from intelligence and etc. I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, you know, I don't have 100, and God bless, we will stop this crazy guy. And we will not have war, any war in the world, in Europe, but you will not stop him just to say, yes, he said that, we will stop. It's not enough. Volodymyr Zelensky demande par ailleurs des garanties de sécurité immédiates pour Kiev, après que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas réaliste. Le dirigeant ukrainien se dit très préoccupé par la réaction des États-Unis et leur soutien éventuel en cas d'une nouvelle attaque majeure de la Russie. If we are not ready today for NATO, okay, we will wait, but we can't just wait. We will wait with some security guarantees for today. That's my position. Volodymyr Zelensky a rencontré vendredi le vice-président américain J.D. Vance à Munich pour évoquer les négociations de paix. Les images ont laissé craindre le pire. L'arche de l'ancienne centrale de Tchernobyl, où est survenu un accident nucléaire majeur le 26 avril 1986, a été frappée par un drone russe ce vendredi dans la nuit. Le sarcophage protégeant le réacteur numéro 4 accidenté a été endommagé selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a également précisé qu'un incendie a été éteint, mais que les niveaux de radiation n'ont pas augmenté. Une équipe de l'Agence internationale pour l'énergie atomique présente sur place a confirmé une explosion provenant de l'arche de confinement. Mais selon elle, rien n'indique qu'il y a eu une brèche à l'intérieur. Depuis le début de la guerre en février 2022, le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, met régulièrement en garde contre les activités militaires à proximité des centrales nucléaires ukrainiennes, en particulier celle d'Energodar près de Zaporizhia, la plus grande centrale d'Europe. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui démenti toute attaque russe sur la centrale de Tchernobyl. Le Hamas a confirmé que 3 otages israéliens seront libérés samedi, en échange de plus de 300 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les 3 hommes ont été enlevés dans le même kibboutz le 7 octobre 2023, et leurs familles ont accueilli avec joie l'annonce de leur libération. Israël et le Hamas ont procédé à 5 échanges depuis le début du cessez-le-feu le 19 janvier, qui ont impliqué 21 otages israéliens et plus de 730 prisonniers palestiniens. L'annonce de cette nouvelle libération intervient au terme d'une semaine tendue, le Hamas ayant accusé Israël d'avoir enfreint le cessez-le-feu et menacé en retour de suspendre la libération des otages. Le président américain Donald Trump est ensuite intervenu, conseillant à Israël de reprendre le conflit immédiatement si les otages ne sont pas libérés samedi. La deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu doit débuter au mois de mars, mais les négociations sont toujours au point mort. Cette deuxième phase prévoit le retour de tous les otages détenus par le Hamas et une prolongation indéfinie de la trêve. La quasi-totalité des 73 otages restants sont des hommes, et près de la moitié d'entre eux seraient déjà morts. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur il y a quelques semaines, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est très préoccupante. Le chef du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, l'UNOPS, prévient qu'une catastrophe humanitaire se poursuit dans l'enclave palestinienne, malgré la trêve entre Israël et le Hamas. Jorge Moreira da Silva s'est rendu sur place jeudi pour prendre en compte les dégâts causés par la guerre. Il a pu constater de ses propres yeux l'importance des destructions. So I was puzzled by what I saw on infrastructure. The collapse of the infrastructure, the collapse of the housing, the collapse of the roads. 70% of all infrastructure is destroyed. So the key point from my visit to Gaza is it's fundamental to bring all aid, all humanitarian aid that is needed in terms of emergence, but it's fundamental to prepare early recovery. Early recovery means removing the rubble, rehabilitating the roads, bringing electricity, bringing sanitation, constructing the hospitals and the schools.
Sa présence sur le terrain permettra de faciliter l'acheminement d'aide dont les Palestiniens de Gaza ont cruellement besoin. Selon Jorge Moreira da Silva, c'est à la communauté internationale de prendre des mesures fortes. Il compte sur son appui pour faire respecter le cessez-le-feu et fournir l'aide humanitaire dont la population a besoin. I saw clearly hope, the expectation that the ceasefire will last and that the worst has already passed. So we cannot fail. We cannot fail. It's important that the international community puts the pressure that is needed on the parties to preserve the ceasefire, but also that the international community provides all aid into Gaza. Pour Jorge Moreira da Silva, l'Union européenne jouera un rôle important dans la situation au Proche-Orient. La Commission européenne a annoncé le mois dernier un nouveau programme d'aide humanitaire à Gaza d'une valeur de 120 millions d'euros, ce qui porte le total de cette aide à plus de 450 millions d'euros depuis 2023. Le chef de l'UNOPS doit également se rendre en Syrie et au Liban. Un enfant figure parmi les personnes qui ont été grièvement blessées lorsqu'une voiture a foncé sur une manifestation syndicale jeudi matin à Munich. L'auteur des faits est un demandeur d'asile afghan de 24 ans qui aurait reconnu sa culpabilité selon le procureur général. Et la police privilégie pour le moment la piste d'un attentat islamiste. 36 personnes ont été blessées dans cette attaque qui survient moins de 10 jours avant les élections législatives anticipées en Allemagne. Avec une campagne très axée sur la lutte contre l'immigration, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne est actuellement en deuxième position des intentions de vote. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est également engagé à accélérer les expulsions. Claudia Weber est directrice générale du syndicat Verdi Munich. Elle déclare qu'elle était présente à la manifestation mais qu'elle n'a pas été témoin de l'attaque. Ja, wir sind alle total schockiert und betroffen und es ist so schlimm, dass das passiert ist. Und wir haben nur einen Gedanken, wir sind bei den Kolleginnen und Kollegen, die im Krankenhaus sind und wir hoffen, dass alle wieder gesund werden. Das ist unser einziges Anliegen und unser Schmerz jetzt. Wir sind wahnsinnig betroffen. Cette attaque s'est par ailleurs produite la veille de l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité, où sont attendus de nombreux chefs d'État et responsables politiques. La ville allemande de Dresde a commémoré le 80e anniversaire des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. Entre le 13 et le 15 février 1945, un déluge de feu a détruit une grande partie de cette ville, relativement épargnée depuis le début du conflit, et causé la mort de plus de 25 000 personnes. Une catastrophe dont de nombreux habitants se souviennent encore aujourd'hui. Meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt 10 und die hat im Bollerwagen ihre kleine Schwester durch diesen Feuersturm gezogen. Die hat so viel erzählt von damals. Ces commémorations ont une importance considérable non seulement à Dresde, mais dans l'Allemagne tout entière. Warte mal hier, wir sind eigentlich ja aus Berlin, aber wir kommen jedes Jahr hierher und findet sehr, sehr gut, dass so viele Leute hier sind. Und wir dürfen das nicht vergessen, was hier passiert ist. Le prince Édouard de la famille royale britannique a assisté aux commémorations en représentation du roi. Il a évoqué le chagrin encore ressenti face aux terribles destructions et pertes de vies humaines. Le cousin de la reine défunte, Elisabeth II, principal représentant de l'amitié germano-britannique, a également visité la Frauenkirche pendant son séjour, une église emblématique qui a été complètement détruite lors des bombardements. L'édifice, reconstruit et ouvert en 2005, est resté en ruine pendant des décennies et a servi de rappel des bombardements alliés à la population. Fragilisé par une bronchite, le pape François a été hospitalisé ce vendredi pour passer des examens médicaux et recevoir des soins. Âgé de 88 ans, le chef de l'Église catholique, qui a subi une ablation partielle d'un poumon dans sa jeunesse, affiche depuis plusieurs années une santé déclinante. Mercredi dernier, le pape François a dû renoncer à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire. Le Vatican a précisé que l'audience jubilaire prévue samedi prochain était annulée et qu'un cardinal le remplacera lors de la messe qu'il devait présider dimanche.
À l'occasion de la Saint-Valentin, les pays du monde entier se saisissent de traditions variées pour célébrer l'amour. À Rome, la Galleria Borghese invite les visiteurs à explorer les nombreux visages de l'amour à travers celui de sa figure emblématique, la déesse Vénus. À Naples, les amoureux troquent fleurs et chocolat contre des cornes en céramique rouge, symbole de prospérité et de bonheur. Certaines régions de France perpétuent également des coutumes singulières. Dans le nord du pays, il est de tradition de célébrer l'amour en offrant un fromage local en forme de cœur à l'être aimé. Le cœur de Neuchâtel, il y a une petite histoire qui est une légende, un mythe, où en fin de compte, le jour de la fête païenne de la Saint-Valentin, on offrait, la maîtresse de maison, la jeune Brayonne, offrait le fromage en forme de cœur à l'élu de son cœur. Aux Pays-Bas, même les animaux sont à la fête. Une association de protection de félins a décoré les enclos de 2 lions avec des cœurs, une initiative symbolique pour rapprocher les 2 bêtes. En Belgique, l'amour du chocolat a un prix. Le coût des fèves de cacao a enregistré une forte hausse et les chocolatiers ont été contraints de répercuter cette envolée sur les tarifs de leurs produits.